Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Pagne proposé par la Maison de l'Afrique. Je suis Anne Grosfillet et je suis en compagnie d'Ambre Delcroix. Bonjour. Claude Bolly. Bonjour. Et Thomas. Salut. Nous poursuivons notre découverte des tissages d'Afrique en parlant aujourd'hui des pagnes de fête et des pagnes de roi, les étoffes que portent les dignitaires et que l'on revêt aussi pour les grandes occasions comme les mariages, les funérailles, les baptêmes et les fêtes traditionnelles. Je sens qu'il va y avoir de beaux pagnes. Tout d'abord, je fais un petit rappel de l'épisode précédent. Au XIe siècle, le tissage se développe dans la région de Bandiagara, au Mali actuel. Est-ce qu'on pourrait situer tout cela sur une carte? Bien sûr. On est donc dans cette région de Massina et le tissage va connaître deux grands axes d'expansion. Vers l'ouest, afin d'atteindre les peuples côtiers Wolof, Sérères et tout couleur du Sénégal actuel, et les Mandjaks de Guinée-Bissau, dont les tissages font aujourd'hui la renommée. Et d'autre part, la boucle du fleuve Niger devient l'épicentre de diffusion du textile auprès des populations Bambara, Dogon, Mossi et rejoint le peuple Haoussa. Mais cela se fait sur plusieurs siècles. Et les techniques de tissage arrivent ainsi au Togo, au Ghana, en Côte d'Ivoire, chez les Baoulés, les Agnis. Et aussi chez les Yoruba, au Nigeria et au Bénin. Mais tu disais que le tissage est lié à l'islam. Et là, tu cites des peuples qui ne sont pas du tout musulmans. Oui, parce qu'effectivement, il y a une espèce de zone limite entre la savane d'une part et les régions forestières et côtières d'autre part. C'est-à-dire que le tissage a continué à être transmis vers le sud, mais l'influence de l'islam a été amoindrie par les missions chrétiennes qui, elles, sont venues par le golfe de Guinée, par bateau, et donc qui ont converti les peuples côtiers puis forestiers. En Côte d'Ivoire, ce sont par exemple les Djoula musulmans du royaume de Congo qui ont transmis le tissage avec des motifs d'ikat aux Baoulés christianisés de la région de Bomi-Zambo. Mais la savane, la forêt, qu'est-ce que ça change au niveau du textile? Eh bien, le tissage va parfois se développer dans des régions où ne pousse pas le coton. Et donc, on va avoir des tisserands avec une excellente maîtrise des techniques, mais sans fil. Ah oui, je vois le problème. C'est un petit peu comme un boulanger sans farine. Difficile de faire du pain. Donc, comment ils font? En fait, ils deviennent dépendants des producteurs de coton. Par exemple, les Ashantis du Ghana vont devoir acheter le fil au nord du pays, sur les marchés de Salaga. Alors, les Ashantis n'ont pas de coton, mais il me semble qu'ils sont réputés pour être riches en or. Effectivement. Et c'est ce qui leur a permis d'acheter d'autres fibres venues d'Europe, comme la soie qu'ils récupéraient de foulards venus d'Italie et qu'ils ont introduit dans leur quinté. Avec la révolution industrielle qui commence en Angleterre en 1750, on assiste aussi à l'importation de fils industriels de coton. Puis, avec les colorants chimiques d'Europe, les fils vont être teints dans toutes les couleurs. Et plus récemment, à partir des années 1970, le lurex, un petit fil brillant, apporte un effet lamé à certains tissages, notamment pour les achoqués du Nigeria. Apparemment, certains tisserands aiment vraiment beaucoup le lurex. Mais est-ce que ça dénature pas un peu le tissage, tous ces apports industriels? Ce n'est pas du tout mon point de vue. Je pense au contraire qu'il y a eu un enrichissement et une diversification des tissages artisanaux grâce aux apports industriels. Et cela à plusieurs niveaux. Qu'est-ce que tu entends par là? Au début, par exemple, les tissages se réduisaient à des motifs en écru et indigo, comme du blanc et du noir si tu veux. Et à cette symbolique des motifs s'est ajoutée celle des couleurs, car chaque couleur renvoie à une notion particulière. Et donc le tissu devient plus riche de sens. Et aussi visuellement, on obtient des possibilités de combinaison quasi infinies. On le voit, regarde, simplement à travers la variété de toutes ces rayures. Et les différentes qualités de fil, ça apporte quoi? Il y a diverses utilisations.
À Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, les tisserands Sénoufo ont adopté le fil industriel pour la chaîne, parce qu'il est plus solide, mais ils ont conservé le coton filé artisanal dans la trame pour garder, tu vois, cet effet rustique. Et ils ont aussi introduit du fil industriel de couleur pour mettre en exergue des éléments brochés et ajouter de la symbolique et du sens. Chez les Évés du Togo et du Ghana, on voit aussi comment les couleurs viennent progressivement enrichir une base indigo jusqu'à la remplacer totalement. Oui, et avec la subtilité de fils mélangés pour des effets chinés et des motifs en rayonne pour figurer des objets symboliques de leur culture, comme le peigne, la chaise à palabres ou la pirogue. Je me rends compte avec ces exemples que l'artisanat textile est super dynamique. Les tisserands n'arrêtent pas de créer et de s'exprimer à travers leur production. On peut parler d'une véritable complémentarité de l'artisanat et de l'industrie, entre des savoir-faire artisanaux et des fibres de fabrication industrielle. Il faut aussi souligner que le continent africain va développer ses propres filatures pour transformer son coton. Ça commence en 1921 avec la filature Robert Gonfreville à Boaké en Côte d'Ivoire, qui a employé jusqu'à 6000 personnes, et ça se généralise ensuite à partir des indépendances, donc autour des années 1960. Mais attends, tous ces tissus sont faits avec un petit métier à tisser tout simple. Effectivement, les tisserands africains ont développé une très grande variété de motifs très complexes à partir de cette machine finalement très rudimentaire. Et tu peux voir que ce raffinement se voit aussi dans la sculpture de leurs poulies, qui sont pourtant des objets utilitaires. Et on parlait tout à l'heure des rayures, mais là je regarde des pagnes avec des motifs bien alignés dans la frise et ordonnés ensuite en damier. Mais quel travail! Vraiment, c'est magnifique! Le tisserand réalise une longue bande enroulée en continu sur plusieurs mètres. Et en fait, il projette le rendu final avec l'assemblage des bandes en pagne. Quelle anticipation! Les tisserands doivent être très bons en maths. Avec tout cela, je réalise à quel point le tissage est une vitrine de l'excellence africaine. C'est pour cela que le président ghanéen Kwame Nkrumah a offert des tissages kenté pour les exposer au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York pour les montrer aux yeux du monde. Ah, c'est génial! Avec l'abandon progressif du coton filé à la main, que sont devenues les femmes? Ah ah, certaines sont devenues tisserandes. Cela fera d'ailleurs l'objet de notre prochain épisode. J'ai hâte. Je sens qu'on va parler d'un certain Thomas S. Ah, pour le savoir, rendez-vous très bientôt dans Culture Pagne. À la prochaine. À bientôt alors. Mettez un pouce bleu si ça vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt. Joke.